sens. Depuis très longtemps, Jean-Paul a été maire de Bapaume, dans le Pas-de-Calais, un maire rural, et il a aussi présidé, vous l'avez rappelé, l'association des maires de France. Il a une très grande expérience des affaires sociales, car il a été aussi, vous ne l'avez pas nommé, pas très longtemps, mais le président du Conseil économique et social et environnemental de France, donc la troisième assemblée française après le Sénat et l'Assemblée nationale. Il a aussi son expérience de médiation, puisqu'il a été également donc, le grand médiateur. Je crois que c'est un bon choix, c'est un très bon choix, c'est un homme très maître de lui et surtout à l'écoute. Surtout à l'écoute. J'ai la chance de le connaître. Je connais évidemment beaucoup moins le nouveau secrétaire d'État. Au transport, qui est un domaine que j'ai connu, que j'apprécie et auquel je m'intéresse encore, puisque pendant très longtemps, j'ai eu la responsabilité des routes et des transports du département du Val d'Oise. Et là, c'est un domaine beaucoup plus difficile. Et le domaine des retraites, le thème des retraites ne va pas être facile, et là les négociations vont durer un peu plus d'un an. Le système de points a du sens, bien entendu. L'âge pivot à 64 ans, je pense qu'il ne va pas effrayer le monde syndical. En revanche, est-ce suffisant au regard de la pyramide des âges qui s'affirme aujourd'hui? Et puis, est-on assez souple pour ceux qui ont envie de travailler plus longtemps, alors que quelquefois on les oblige avec des lois qui sont dans les statuts, quelquefois, de travailler, de s'arrêter finalement, ceux qui sont peut-être en bonne santé ou qui ont encore toute l'énergie. Notamment dans la fonction publique où il y a des âges couperets, absolument que nous n'avons pas dans le droit privé, dans la relation donc, des marchés économiques non publics, où on peut travailler jusqu'à 70 ans, voire plus. On sait bien que là, il y a un libéralisme. En revanche, il y a un certain nombre de professions à statut où il y a des âges couperets, par exemple les 65 ans, et éventuellement, en raison de présence d'enfants en bas âge ou de situations très particulières, on peut faire une année ou deux de plus. Donc, je pense que c'est de la responsabilité de chacun, aussi de la capacité entre l'employeur et le salarié à bien, en quelque sorte, de ventiler les tranches d'âge dans une masse salariale. Merci Philippe Sueur et merci d'être avec nous ce matin. Autre info du jour, lien traditionnellement, bien sûr, la rentrée scolaire s'est déroulée sur ces 2 derniers jours, mais Jean-Michel Blanquer ne convainc pas les parents d'élèves handicapés ni les enseignants au cours de sa visite dans le Val-de-Marne. Hier, en 12 ans, on a appris que le nombre d'enfants handicapés scolarisés a quasiment triplé. Il est passé de 118 000 élèves en 2006 à 340 000 en 2018. Dans le même temps, le budget consacré à la scolarisation de ces élèves a augmenté de 25% avec un montant actuel de 2,4 milliards d'euros selon le ministère de l'Éducation nationale. Un peu plus de la moitié de ces élèves sont actuellement accompagnés par une aide humaine. Leur nombre a été multiplié par 6 en 12 ans, passant ainsi de 26 000 en 2006 à 166 000 en 2018. Actuellement, 86 000 accompagnants aident quotidiennement des enfants. 6 000 aidants de plus ont été embauchés entre 2017 et 2019 depuis l'arrivée de Jean-Michel Blanquer, dont l'objectif est d'accélérer ce mouvement. Mais dans les établissements scolaires, parents, enseignants et accompagnants dénoncent des moyens insuffisants. Une professeure des écoles s'est exprimée en disant « L'inclusion, c'est génial en théorie, mais sur le terrain, c'est beaucoup de bidouillage », a-t-elle déclaré. Elle salue tout de même la volonté du ministre de l'Éducation nationale de construire un grand service public dit de l'école inclusive dès cette rentrée, mais elle reste dubitative quant aux moyens réellement alloués à cette réforme. Alors je rappelle que cela s'inscrit dans la continuité de la loi de 2005 visant à inclure dans les établissements scolaires les enfants handicapés. Où en est-on, s'il vous plaît, Philippe Sueur, dans le Val d'Oise? Est-ce qu'on peut faire un petit point? Je suis pas capable de vous donner la situation du Val d'Oise, parce que ça relève d'une autre délégation. C'est ma collègue Virginie Talland qui est en responsabilité du scolaire et de l'universitaire. Mais comme alors vous... peut-être sur Enghien-les-Bains. Sur Enghien-les-Bains, oui, bien sûr. Bien sûr. En revanche, la loi, vous venez de la rappeler, 2005, ça concerne aussi l'accessibilité de l'handicap moteur. Nous sommes en retard.
Sur l'accessibilité, on peut dire que privés comme publics se sont véritablement mobilisés qu'à partir de 2014, et encore l'État a dû prendre des mesures en quelque sorte, non pas dérogatoires d'exception, mais d'accompagnement et de programmation, les fameuses ADA. Pour Enghien, nous avons, vraiment une politique qui est celle de l'accueil le plus facilité. Nous ne pouvons pas fournir, bien sûr, les accompagnants, donc les assistants de vie scolaire, mais nous avons mis en place ce qu'on appelle les classes Ulysse, qui sont donc des classes à Enghien-les-Bains pour évidemment le primaire, la maternelle aussi, hier matin, donc des parents accompagnés un enfant handicapé psychomoteur, très évidemment lourd, et il est évident que là il faut pratiquement une personne qui est effectivement à temps plein. C'est aussi vraiment une manifestation de solidarité, de prise de conscience pour les autres enfants, le fait-on en maternelle, mais un petit peu plus tard, que les différences ne doivent pas gommer l'essence évidente de la nature humaine de chacun. Donc nous le faisons depuis des années, je n'ai pas en mémoire, mais nous avons accéléré ces dernières années. De même, j'en profite, dans notre école de musique et de danse, nous avons des classes spécialisées pour les autistes, avec la méthode Dolce qui a été promue par l'association APT, et nous accueillons 35, 40 enfants autistes, d'un degré d'autisme évidemment très variable, et nous observons surtout des résultats exceptionnels à travers la musique. Et puis je pense que les moyens numériques et les tablettes vont pouvoir aider les enfants porteurs de handicap dans les années futures, dans les collèges et dans les écoles primaires, je pense. Tout à fait. D'ailleurs, on va en reparler avec les lycées dans mon info suivante. Mais je voulais juste ajouter que Jean-Michel Blanquer souhaite simplifier les démarches des familles et personnaliser le parcours des élèves grâce à la mise en place de ce qu'il appelle les pôles inclusifs d'accompagnement localisés. C'est nouveau, les PIAL vont donc être mis en place. Merci Philippe Sueur. Alors, autre information, comme je le disais, eh bien cette fois c'est côté lycée. Lundi, à l'occasion de l'inauguration de la restructuration du lycée Fernand et Nadia Léger d'Argenteuil, en présence de Georges Mautron, où je me suis rendue, qui est donc le maire d'Argenteuil, un lycée complètement restructuré de manière écologique, avec du bois qui insonorise tout à l'intérieur, ce qui est très agréable, parce que du coup, ça ne résonne plus dans les espaces de vie communs, ni dans les classes. Et puis aussi en présence de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Elle a annoncé que 50% des lycées franciliens vont passer au numérique, manuels et ressources pédagogiques vont être intégrés dans des tablettes, sans compter l'apprentissage des langues et l'accès à Internet. Fini donc les cartables de 11 kg. Cette nouvelle tablette va les remplacer, une opération réalisée en partenariat entre la région Île-de-France, le fabricant Unoway et français, et la Poste, qui distribue. Alors 140 000 tablettes seront distribuées aux lycéens en Île-de-France, dont les établissements ont bien sûr opté pour le numérique, ainsi que 20 000 tablettes pour les enseignants, afin de les accompagner dans la transition numérique. Et ça, la tablette sera donnée aux lycéens sur les 3 années. Ils la rendront à la fin de leurs 3 années de lycée. Et puis aussi, 37 000 ordinateurs ont été commandés par la région. Ils seront distribués aux lycées ayant opté pour le numérique et seront donc prêtés aux lycéens. Je vous propose d'écouter, Philippe Sueur, mon entretien avec Valérie Pécresse. Elle entraîne aussi, il y a évidemment des transformations qui sont lourdes pour les familles. C'est 1 minute 40. Parce que ça veut dire changer tous les manuels scolaires pour les élèves de seconde et les élèves de première. Et c'est un coût. 9 manuels. Faut pas qu'elle plante la tablette. 3 manuels d'enseignement professionnel. Ouais, mais il y a tout un service de maintenance qui est mis en savez, place. J'imagine des gamins, ils vont s'appeler ça pour dire j'ai pas pu faire mes devoirs. La région avait financé en partie les manuels scolaires des lycéens. C'est bien. Et cette année, alors que tant de familles... Maxime, il a une tablette en 6e, il n'a jamais marché. C'est pas possible que la région de France
vraiment une des plus prospères de Ça n'a France, jamais marché ne sur soit une pas petite au tablette. rendez-vous de l'aide aux familles. Et c'est pour ça que j'ai Ah ouais. choisi de C'est- financer il la est gratuité obligé de de taper toutes dessus les pour manuels la faire. scolaires pour les Ça, c'est élèves, le premier quel prix, que soit ça. l'établissement dans lequel ils sont scolarisés, quels que soient aussi les revenus des familles. Alors, je sais que j'aurais pu les réserver ce privilège de la gratuité aux seuls élèves boursiers. Mais vous le savez tous ici à Argenteuil, les seuils des bourses sont très bas en Ile-de-France. Et en Ile-de-France, le coût de la vie est bien plus élevé. Et donc, des bourses d'éducation nationale qui sont calculées au niveau national, ça veut dire qu'avec 2500 € par mois, on a droit à une bourse. Et avec 2500 € par mois, si on a plusieurs enfants scolarisés, ben, on a du mal à payer fort. En tout cas, la rentrée scolaire est un moment cher et difficile. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire d'effet de seuil, je n'ai pas voulu déterminer un niveau de revenu, j'ai dit qu'on financerait toutes les familles. Donc ça, c'est la gratuité des manuels. Mais comme on allait acheter les manuels, on allait tout renouveler, c'était le moment de se poser la question du passage au numérique. Pourquoi? Parce que si j'achète 300 € de manuel par élève, papier, c'est pas demain pour les transformer en ordinateur. Voilà, à un moment, on ne peut pas payer toujours, tout le temps. Puis là, les ressources de la région, elles ne sont pas éternelles, puis c'est quand même votre argent, hein, vous les contribuables, que je dépense. Donc, voilà, donc il fallait se dire que c'était le moment de se poser la question du numérique. Alors j'ai posé la question aux équipes éducatives. J'ai posé la question à la communauté éducative, pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de passer au tout numérique si les équipes éducatives ne sont pas prêtes. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est avoir une équipe motivée, qui est prête à accueillir le changement et qui a envie du changement. Donc j'ai fait décider dans les établissements. J'ai fait la liberté pédagogique. Et 50% des établissements généraux, enfin 50% des établissements au total, ont décidé de passer au tout numérique. Et 50% ont décidé de rester au papier. Moi, je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Pour vous dire que dans ce lycée, la moitié des élèves, 100% du lycée professionnel va être doté de tablettes. Et comme vous l'avez très bien dit, M. Ferrand, il faut arrêter de dire il y a d'un côté le papier, de l'autre côté le numérique. Non, la tablette, c'est beaucoup plus qu'un manuel. Parce que sur la tablette, il y a plein de choses. Il y a la possibilité d'avoir un environnement numérique de travail, monlycée.net, qui permet de dialoguer, les parents peuvent dialoguer avec les enseignants, les élèves peuvent dialoguer entre eux, ils peuvent parler avec leurs professeurs, tout ça à travers Internet. Il y a des manuels, bien sûr, mais il y a l'application Kios. Alors cette application, c'est une application qui a été développée par la région, et je me permets d'en parler 5 minutes. C'est une application qui ne s'adresse pas qu'aux lycéens, c'est une application qui s'adresse à tous les franciliens de 15 à 90 ans qui veulent apprendre les langues. Pourquoi? Parce que la barrière de la langue, elle est épouvantable pour avoir accès à un certain nombre de métiers. Et la première barrière de la langue, c'est la langue française. Vous avez dit, Madame la Proviseure, que vous aviez dans ce lycée une classe de migrants qui doivent s'intégrer et qui doivent ensuite apprendre, rejoindre des classes normales. Eh bien, Kios, c'est français langue étrangère. Et cette application, elle n'est pas destinée uniquement aux jeunes, elle est destinée à tous ceux qui, en Ile-de-France, ont encore des difficultés avec le français, des difficultés qui peuvent peut-être les paralyser, écrites ou orales, pour progresser dans la vie. Ça, c'est sur le français. Mais évidemment, il y a tout l'aspect international. Anglais, espagnol, allemand pour l'instant, et bientôt, on va continuer, portugais, chinois, arabe. Nous aurons sur Kios la possibilité d'être une vraie région internationale, parce qu'il y a 400 000 emplois dans le tourisme en Ile-de-France, parce qu'on accueille 50 millions de touristes, parce que nos entreprises exportent. On a énormément de PME dans le Val-Oise qui sont très exportatrices. Elles cherchent des compétences, elles cherchent des jeunes qui parlent les langues. La barrière des langues est très importante. Donc avec la tablette, vous avez un laboratoire de langue à la maison. Plus besoin d'aller à la salle informatique, un laboratoire de langue à la maison pour apprendre les langues étrangères. Avec Kios, vous avez Oriane, une application que la région a mise en place, avec des fiches métiers pour pouvoir penser son avenir, parce que là aussi c'est très important. Il y a des familles qui connaissent les bonnes formations, les bons métiers, puis il y a des familles qui ne les connaissent pas, il y a un délit d'initié. Et avec l'éducation nationale, nous travaillons beaucoup sur cette question de l'orientation, et vous savez que c'est la région qui reprend cette année la compétence de l'orientation des élèves à partir du collège dans les lycées. Et cette compétence d'orientation, on va la faire différemment. On va regarder, ici dans le Val-d'Oise,
quels sont les emplois dans le Val d'Oise, près de chez vous, près de chez vos élèves, et on va les conseiller pour qu'ils puissent trouver la bonne formation, le bon emploi près de chez eux. Voilà, c'était donc Valérie Pécresse qui nous a annoncé donc cette mesure très intéressante, les tablettes numériques qui sont porteurs de plusieurs possibilités, dont l'apprentissage des langues en particulier, et puis cette nouvelle méthode pour trouver du travail, eh bien qu'on proposera aux jeunes du Val d'Oise des emplois en Val d'Oise. Il était temps, je pense, Philippe Sueur. Oui, je pense, hein. Parce que d'abord le numérique a envahi notre quotidien, hein, avec ses plus et puis parfois aussi hein, ses contraintes ou ses addictions, hein, c'était notre affaire. Pour les collèges, les 111 collèges du département, il n'y a pas encore une généralisation puisqu'il n'y a que quelques collèges qui sont totalement numériques. Pour les lycées, nous avons là des annonces qui sont extrêmement intéressantes de la présidente Valérie Pécresse. Je pense que l'équipement qu'elle a envisagé de généraliser est véritablement un plus. D'abord, c'est une mesure égalitaire, au sens où on donne autant de chances à chaque élève, alors qu'elle leur rappelait même les conditions économiques qui pouvaient être très décalées pour les parents. Le choix est important. Je vais finir ensuite sur l'aspect non pas du matériel qui est en quelque sorte le porteur, mais du contenu, parce qu'il ne suffit pas qu'on parle des moyens, il faut envisager les usages. Bon, à Enghien-les-Bains, d'abord nous avons eu la chance d'être la première ville totalement fibrée du Val d'Oise dès 2015. On a fait un choix aussi d'introduire dans l'école élémentaire et primaire donc le numérique. Même les écoles maternelles sont dotées de valises, de tablettes. Donc ce sont des outils à la disposition des enseignants et non pas remis en permanence aux enfants, ils sont trop jeunes pour cela. En revanche, pour les 5 classes donc de l'école élémentaire, nous avons là, chaque classe a un tableau numérique. Il y a des valises à tablettes et évidemment, ce sont les enseignants qui en ont l'usage, l'initiative, parce que derrière, il y a la pédagogie. Et c'est ça que je voulais surtout souligner pour nos auditrices et auditeurs, c'est ce nouveau champ qu'on appelle le EdTech. Donc l'éducation technologique, ces logiciels... Oui, ED, trait d'union, Tech. Ces logiciels qui sont de plus en plus performants. Il faut bien comprendre aussi que nos grands éditeurs papier nationaux, parisiens, entre autres, les Hatier et quelques autres, vont aussi passer, comme Hachette, à ces éditions. L'important, c'est le contenu, c'est-à-dire est-ce que la pédagogie est la réplique du contenu du papier, ou à l'inverse, n'y a-t-il pas là donc une démarche totalement nouvelle qui ne peut se faire qu'en parfaite coordination, coopération entre les techniciens, projecteurs et programmeurs et les enseignants. Nous avons vu effectivement des logiciels qui ne sont que de vagues ou pâles répliques des sortes de compendiums de l'écrit. Je pense que c'est là un seuil qui n'a pas été franchi dans l'originalité. Le Val d'Oise est très en avance là-dessus. D'abord, le département du Val d'Oise travaille sur ces questions avec l'académie et avec un certain nombre de partenaires. Nous avons des start-up en Val d'Oise qui sont exceptionnelles, dont l'une a déjà équipé à travers le monde 34 000 places. Nos voisins anglais sont loin d'être en retard là-dedans. Et le Val d'Oise a eu l'initiative de travailler effectivement en partenariat pour échanger les bonnes pratiques avec notamment des écoles anglaises. Alors pour les lycéens, je rappelle que cette année entre la nouvelle réforme voulue par le ministre de l'Éducation et donc Stéphane Andréucci, qui travaille à la direction de la réussite des élèves de la région Île-de-France, nous explique comment fonctionnent ces nouvelles tablettes qui vont être distribuées sur les 2 années à venir dans les 320 lycées qui en ont fait le choix. Un lycée, on fait le choix de prendre des ressources papier, des livres, des papiers comme on a connu à notre époque, voilà. Donc eux seront livrés en papier.
Et ceux qui ont choisi les ressources numériques seront équipés, donc là aussi, au choix de l'établissement, pour les établissements généraux, d'enseignement général, Ouais, soit de tablettes, soit de PC. Et pour les lycées professionnels, de tablettes. d'accord. Et dans les tablettes, qu'est-ce qu'il y a alors? Alors, on a des ressources offline. C'est-à-dire ce sont les livres qui sont dans les tablettes? C'est des ressources qui sont dans les... Alors, c'est des granules, c'est des petits bouts de livres à chaque fois qu'on peut organiser pour refaire un livre après, au choix de l'enseignant. Et donc, ces livres ou ces granules sont intégrés dans les tablettes dans l'usine. D'accord. En fait, vous voulez dire que le programme scolaire est intégré dans les tablettes. Après, c'est au choix de l'enseignant et à l'élève d'aller trouver l'information. Il y avait plusieurs choses à faire. On a une offre de base dans les tablettes ou dans les PC. Et après, les établissements ont fait eux-mêmes le choix derrière de se fournir chez d'autres éditeurs. Là, c'est le livre scolaire qui est présent dans les tablettes. Les établissements avaient un budget ensuite pour acquérir d'autres ressources, d'autres éditeurs. Celles-ci, par contre, seront disponibles dans l'ENT monlycée.net. Donc sur l'internet, donc l'élève doit aller sur internet pour télécharger le cours complémentaire, c'est ça que vous voulez dire? Le cours complémentaire, ou en tout cas le cours qu'a choisi l'établissement. Alors, vous avez plusieurs grands éditeurs, peu importe. Ces éditeurs-là, les lycées pouvaient acheter leurs ressources. Ils avaient un budget pour ça. Ils ont fait ça avant de partir en vacances. Chaque lycée a fait un choix, chaque équipe éducative a fait un choix. Et ensuite, derrière ces ressources-là, il faut qu'elles descendent sur les tablettes. On ne peut pas le faire en usine, puisque précisément, chaque groupe d'enseignants a fait un choix. Donc ça sera fait par les élèves, soit quand il y a du Wi-Fi dans les établissements, soit chez eux, soit ailleurs. Et il suffit de se connecter à l'ENT, et après, si c'est des ressources type manuel scolaire, ça peut être téléchargé. Si c'est des ressources type vidéo ou des choses comme ça qui sont streaming, ça se télécharge pas, puisque par définition, le streaming, ça se consulte. Oui, n'importe quand, à Voilà. n'importe quel moment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces tablettes, finalement? Des ressources. Dans toutes les matières? Oui, dans toutes les matières. De seconde et de première. Donc, des ressources de seconde et de première, des ressources intellectuelles, bien sûr, pour travailler. Voilà, donc en tout cas une partie. Et ensuite, de quoi se connecter et travailler ensuite pour les élèves. Donc, à un moment donné, les équipes enseignantes vont faire leur choix, vont télécharger des choses dessus. Pour ça, on a Donc, toute ils ont l'année, un système de gestion globale, c'est-à-dire qu'un prof va pouvoir gérer toutes les tablettes et faire descendre pour une même classe, vous voulez dire? pour une même matière, pour une classe ou pour un groupe, des ressources en maths, des ressources en physique. D'accord, donc en plus de ce qui est de base dans la tablette, chaque enseignant va envoyer, selon la classe, selon sa décision, Voilà. des exercices, d'autres compléments Ça peut être d'information. des exercices, ça peut être des applications type GeoGebra, enfin voilà, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais des sortes de petits logiciels, si vous voulez, de maths ou de physique. Et alors ensuite, l'élève n'aura plus que ça pour travailler ou il aura aussi ou est-ce que c'est au choix de chaque lycée? Qu'est-ce que vous entendez par... Par exemple, vous avez pris l'exemple des mathématiques. Oui. Mais prenons un exemple d'une matière qui a besoin de plus, de faire un peu de par cœur pour des définitions et tout ça. Je ne sais pas, mettons l'économie. Est-ce que en plus, l'élève doit avoir des livres en complément ou ça remplace Non, c'est complètement le livre? vraiment la partie numérique en fait. Donc le livre est numérique et dans la tablette. Ceux qui voulaient du papier ont fait un autre choix et ont leur livre papier. Là, on est vraiment sur des ressources numériques. En lycée pro, il y a toujours des petits cahiers d'exercices. Ça, ils seront toujours accessibles pour les lycées pro. Donc Mais ça, sinon, pour les lycées d'enseignement général, c'est la tablette. Ils sont sur du numérique, tablette ou PC. Voilà, vous avez bien compris donc comment fonctionne cette nouvelle tablette numérique qui va être distribuée au fur et à mesure des mois dans tous les lycées qui en ont fait le choix dans l'Île-de-France. Alors, dernière question. Juste quand même, on a Un bien petit compris commentaire là, par lecture. dans l'interview que, comme je le suggérais, on change en quelque sorte, on va faire évoluer, plutôt, changer est un mot trop fort, on va faire évoluer la pédagogie. Elle ne peut pas être la même. Elle va demander un travail différent à l'élève, et notamment un travail en amont. C'est quelque chose qui
devrait révéler, je pense, une meilleure interaction et une meilleure préparation de l'élève. Le cours sera davantage dialogué, je pense. Bon, moi, j'ai pas connu dans mon expérience En plus, vous avez d'enseignant. enseigné, donc Oui, vous avez bien mais moi placé j'ai pour le enseigné dire. que dans des amphis, des gros amphis, donc avec souvent devant moi des centaines d'étudiants. Toutefois, j'ai souvenir d'avoir tenté une expérience il y a très longtemps, il n'y avait absolument pas de numérique et de tablettes à cette époque, de distribuer des documents écrits qui étaient le support du cours, des lectures complémentaires qui correspondaient également à éclairer le cours, qui demandaient donc à chaque étudiant un travail en amont, donc venir au cours sans la lecture et l'imprégnation de ces textes, modifier évidemment l'intérêt, et même annuler l'intérêt. Mais je ne faisais plus le cours ex cathedra, j'étais là dans du commentaire, qui permettait même, à quelques exceptions, parce que quand on en a 300, 400, 500, voire 800 devant soi, ils ne peuvent pas lever la main et intervenir, mais ça avait changé totalement le rapport. Et ça permettait ensuite à nos étudiants, lorsqu'ils allaient en séance de travaux dirigés, d'être vraiment déjà de plein pied dans le dynamisme de la matière. On était beaucoup plus en projection qu'en statique. Donc finalement, pour les élèves de seconde, première et terminale, ça va être un petit peu comme un pied dans une faculté. On va démarrer un peu, peut-être que l'on va changer effectivement la méthode d'apprentissage. Ce sera peut-être plus ludique. C'est à souhaiter. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Sueur. Alors, vous Ce qui savez... n'exclura jamais, en revanche, parce qu'il faut, on ne peut pas passer au tout numérique sans avoir, non pas la nostalgie, mais le respect, le sacré de l'imprimé, du livre, et quelles que soient les méthodes, il y a des textes fondamentaux dans notre histoire littéraire, scientifique. Mais là, c'est tout l'art voilà. de celui qui enseigne finalement, de conduire ses élèves. Et il y a, quoi qu'il en soit, les usages changent, les méthodes changent, mais le contenu fondamental demeurera. Alors, Philippe Sueur, vous connaissez notre interrogation sur le fait que dans les 10 ans à venir, aucun lycée international n'a été prévu par la région en Val d'Oise. J'ai donc posé la question à Valérie Pécresse. Voici sa réponse. Oui, merci. D'enseignement. C'est formidable de rentrer dans l'ère du XXIe siècle par les tablettes. Eh bien, écoutez, les lycées professionnels et la moitié des lycées généraux ont fait le choix de passer au tout numérique. Alors c'est important le tout numérique au lycée parce que ça permet bien au-delà des manuels d'avoir accès aussi à des laboratoires de langue, à des vidéos, à des ressources, à un environnement numérique de travail qui permet de faire des exposés, des PowerPoint. Et puis surtout que chaque élève chez lui puisse avoir une tablette ou un ordinateur. Parce que vous savez qu'il y a un grand fossé numérique aujourd'hui en Ile-de-France entre les familles qui sont remplies d'écrans et les familles qui malheureusement n'ont pas les moyens d'y avoir accès. Bien sûr, donc c'est une belle avancée pour toute l'Île-de-France. Y compris social. Alors, à quand un lycée international en Val d'Oise? Ah, mais c'est une très belle revendication et je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse parce qu'effectivement, c'est le dernier département dans lequel il faut qu'on construise un tel projet. Donc moi, j'attends que les maires me contactent. Et je suis tout à fait prête à ce qu'on y réfléchisse. C'est à l'initiative des maires, donc. Oui, et du département, il faut qu'on regarde où est-ce que ça ferait le plus de sens de mettre un lycée international. Mais je pense qu'avec une ville comme Cergy, qui accueille maintenant autant d'étudiants du monde entier, avec un département dans lequel il y a autant de nationalités différentes, il nous faut un lycée international dans le Val d'Oise et il faut qu'on y réfléchisse. Alors Philippe Sueur, la balle est donc dans votre camp, Oui, puisque vous êtes oui. le premier vice-président du conseil départemental. Valérie Pécresse attend que le département l'interpelle. Oui, je suis content qu'elle ait de l'enthousiasme pour qu'il y ait un 10e lycée international. Nous l'avons demandé il y a longtemps. Moi, j'ai été très déçu il y a quelques mois quand la région a justement présenté la liste des 9 lycées internationaux qui étaient programmés pour le Val d'Oise. Il y en a qui sont davantage des rénovations, évolutions d'un établissement, mais d'autres de pure création. Je les salue, il le faut en Ile-de-France. C'est un élément extrêmement important, ne serait-ce que d'attractivité des entreprises et des cadres étrangers.
mais, et de l'accueil de leur famille. Le Val d'Oise en a besoin, c'est évident. L'idée qu'il y en ait un sur Cergy, pourquoi pas. D'ailleurs, nous avons été labellisés, et c'est le grand programme du campus international qui s'amorce aujourd'hui sur Cergy-Pontoise avec une aide importante de l'État, 80 millions sur 10 ans, ce n'est pas neutre, c'est un grand projet. En revanche, je suis très surpris, mais alors très surpris, de cette référence au maire, et même au département. Les lycées sont de la responsabilité de la région. Bon, je rappelle aux auditeurs qu'il y a en quelque sorte 3 couches, 4 même, de responsabilité dans l'organisation de l'enseignement, dans ses accueils, ses structures, non pas dans son enseignement. La pédagogie reste assurée par l'État, mais donc maternelle et classes donc qu'on appelle donc primaire élémentaire sont de la responsabilité des communes qui doivent construire les écoles et assurer tout le fonctionnement et la logistique. Les collèges sont de la responsabilité des départements. Il y en a 111 actuellement ouverts en Val d'Oise et il y en a 4 encore de programmés. Les lycées, qu'ils soient généraux ou professionnels, lycées des métiers, sont de la responsabilité de la région. Quant à l'université, elle relève de l'État. Bon, c'est clair. Donc, un lycée international est hybride, je le reconnais, et il peut relever d'un bon partenariat entre le département et la région. Mais je ne vois pas en quoi les communes qui ont déjà, sur qui retombent toutes les responsabilités aujourd'hui, pratiquement toutes les charges, tout le quotidien des habitants, comment les communes vont ici qu'une association de maires le fasse, au sens où on est en écho des besoins territoriaux, oui, mais je ne vois pas en quoi les communes pourraient être associées. Je sais bien que quand on construit un collège dans le département, c'est quand même aux communes d'accueil de fournir le foncier, qui est déjà un gros effort, il ne faut pas l'oublier. Et là, bon, une interrogation. En revanche, je pense qu'elle est très consciente. Valérie Pécresse est une élue des Yvelines, et les Yvelines ont toujours eu, en quelque sorte, ce fanion du grand éboulissier international de Saint-Germain. Merci Philippe Sieur. Allez, on va faire notre première pause musicale, si vous voulez bien, Philippe Sieur, et on se retrouve après pour une autre info importante. C'est l'ouverture hier du Grenelle des violences conjugales. Et puis après, on terminera sur les travaux. La ligne H. Oui, les transports, les travaux. Après, je vais récupérer mon petit papier. T'as 28 minutes 55, faut pas oublier qu'il y a. Oui. On passe à 10 heures, faut qu'on lance le truc. À 28. Ouais. T'auras 55 secondes s'il y a. Ouais, 28. Non, c'est bon, c'est bon, il est moins 20. On y va tranquillement aujourd'hui. C'est qui ai-je programmé, je me souviens plus. Abdullah Brahim. Ah oui. Pardon? Les maires le demandent. Bah écoute, tu n'as plus qu'à demander un lycée international à Angers. Pourquoi pas? Tout à fait. Et pourquoi le lycée d'Angers il a tout à fait la place d'accueillir Il n'y a plus beaucoup de place. Ah bon? Puis bon, déjà qu'ils le rénovent. Bon. Mais toute la partie qui était anciennement technique, elle est encore en travaux. Va entrer en travaux. Il y a une rénovation totale nécessaire. Et je ne vois pas comment on peut abandonner ce lycée des métiers. Confus, hein. Parce que j'ai pas pris mes affaires tout à l'heure. Non, mais c'est surtout que Là, c'est j'attends le Bruno. bordel. Ah non, c'est Bruno. Je me suis trompée, il vient pas Bruno aujourd'hui, c'est demain. Bah non, Je mais- me crois jeudi, moi. Là, j'en profite, Christophe. Bah oui, vous avez bien raison. Non, mais comme je suis souvent sur Radio Ronguin, et puis que pendant les congés et autres, l'automate fonctionne beaucoup, c'est bien. Moi, j'aime bien. Bon, merci. Ça a bien évolué. De la musique. Oui.
Oui. Ah ouais, des musiques très sympas. Faut nous le dire de temps en temps à quelle heure exactement, s'il y a des X, s'il y a des points noirs, le noter quelque part. Moi, je suis plutôt, je trouve ça bien. Si, ben, je le dis, moi, je vous le dis, moi, je vous le redis, je transmets. Oui, mais vous me l'avez dit une fois, mais c'était pas. Faut que ce soit précis pour que je puisse vérifier derrière. Ouais, mais la musique est bien, je te dis. Oui. Bon, il y a 2-3 titres qui sont un peu Oui, bien, voilà, mais voilà. bon. Ouais, on ne veut pas dire que c'est bien Personne tout ne le temps. peut jamais être parfait. de toute Exactement. manière, hein. Ah, mais c'est- Et ça a bien évolué. Bon, amusez-vous bien. Bah, Prenez on y soin de vous. retourne, et puis surtout, 15 secondes. Allez, on y retourne bonne dans 10 rentrée, secondes. tout ça. Il y a encore plein d'événements culturels. Merci. On y va. Vous avez reconnu pour notre pépite musicale du jour Abdullah Ibrahim, vraiment un des maîtres dans le domaine, dans ce domaine. Alors, Philippe Sueur, aujourd'hui on commente l'actualité nationale et internationale. Je continue avec l'actualité nationale qui est donc chargée aujourd'hui, puisque hier s'est ouvert à Matignon le Grenelle des violences conjugales, qui va se dérouler d'ailleurs jusqu'au 25 novembre. Et je vais vous annoncer les mesures données par Édouard Philippe. Alors tout d'abord, un plan de 5 millions d'euros pour créer 1000 places d'hébergement d'urgence. Ces places s'ajouteront aux quelques 5000 existantes et se déclineront en 250 places dans les centres d'hébergement d'urgence pour assurer des sécurités immédiates et 750 places de logement temporaire pour des périodes comprises entre 6 mois à 1 an. Des procureurs référents spécialisés dans les violences conjugales seront identifiés dans les 172 tribunaux de France métropolitaine et d'outre-mer. Nous expérimenterons ces chambres d'urgence, a déclaré Édouard Philippe, pour que les dossiers soient traités en 15 jours avec une meilleure articulation des différents acteurs judiciaires. Cette première expérimentation aura lieu à Créteil, donc en Île-de-France. Ensuite, des procédures accélérées contre les auteurs de violences conjugales. Lorsqu'une plainte aura été déposée, la justice pourra suspendre ou aménager l'exercice de l'autorité parentale du conjoint violent. Et là, j'insiste car jusqu'à présent, lorsqu'un conjoint avait été déclaré violent, eh bien, il avait encore le droit parental et il pouvait bloquer ce que faisait son enfant, s'il fallait le changer d'école, partir en colonie, etc. Donc ça, c'est très important. En cas d'assassinat, cette autorité parentale sera suspendue de plein droit dès la phase d'enquête ou d'instruction. Un conjoint violent n'est pas un bon père, a estimé le Premier ministre. Et dans 80% des cas, les violences conjugales et les violences contre les enfants sont liées. Et je ne cite pas, bien sûr, les violences psychologiques. Le Premier ministre envisage d'imposer le port du bracelet électronique pour les personnes condamnées pour violences conjugales, mais aussi en cas d'ordonnance de protection. Autre nouveauté, la possibilité de porter plainte à l'hôpital, elle sera généralisée. Si une femme se rend aux urgences pour coups et blessures, c'est déjà suffisamment pénible. Et si elle doit retourner chez elle avant de porter plainte, eh bien, elle retrouvera son conjoint qui risque de la menacer, a-t-il ajouté. Voilà. Ensuite, le ministre de l'Intérieur a annoncé lancer un audit dans 400 commissariats et gendarmeries afin d'examiner la façon dont les femmes de victimes conjugales seront accueillies pour identifier les dysfonctionnements et les corriger. Et Marlène Schiappa, elle, a annoncé la création d'un fonds spécial contre les féminicides d'1 million d'euros à destination des associations de terrain, un chiffre bien sûr jugé très insuffisant par les associations. Alors j'ajoute que le nombre de féminicides s'est monté à 101 au mois de septembre avec le décès d'une vieille dame de 92 ans dans le Tarn, tuée par son mari soupçonné de l'avoir rouée de coups de canne. Alors Philippe Sueur, que pensez-vous de ces nouvelles mesures ? Ce sont des mesures de sanction et de prévention. Bon, on sait bien que c'est la prévention qui compte. D'ailleurs, le bracelet électronique va en faire partie. Mais la prévention doit être aussi dans l'éducation. Ça commence très tôt. C'est ce rapport entre les deux sexes. Bon, il y a quelques violences qui peuvent émaner de femmes, mais bon, on sait très bien que c'est une violence masculine qui peut être liée à un arrière-plan culturel éventuellement, mais aussi à des conditions qui sont celles de l'addiction à l'alcool ou à d'autres éléments qui conduisent à une absence de contrôle de l'individu. Mais donc il y a des aspects qui sont certainement liés
à l'éducation, et c'est à l'école. Je pense qu'on a commencé, hein, et ce sont des bonnes choses. Ce que vous venez d'évoquer, c'est aujourd'hui vraiment la sanction, hein, et la prévention ultime, hein, c'est-à-dire lorsque la femme est sous l'écrou, en quelque sorte. C'est une grande préoccupation des parquets depuis longtemps. Hein, depuis longtemps, dans le parquet de Paris, il y a plus de 15 ans sur ces questions, mais qui n'étaient pas très suivies. Il faut saluer au passage, dans un certain nombre de commissariats de nos régions, d'un véritable accueil, hein, qui est vraiment un accueil des victimes et un accueil psychologique, hein, qui est de plus en plus satisfaisant. C'est très important. Et vous avez évoqué le bracelet électronique. J'insiste là-dessus parce que c'est là un instrument, pas seulement qui va enregistrer les déplacements, mais qui avertit de la présence, de la proximité, hein, de la personne dangereuse. Notamment, c'est l'un des programmes que Sécurité Système Valais, qui est un cluster nouveau, hein, qui a 2 ans, que la région soutient, qui a été d'ailleurs à l'initiative un des grands utilisateurs, hein, en Val d'Oise. Sécurité Système Valais repose sur le principe d'une approche sur la sécurité globale. Ce n'est pas seulement celle des biens, hein, de la protection des biens, de la protection des personnes physiques dans le rapport ordinaire, hein, ou la protection des accès, hein, et des process divers à travers évidemment tout ce qui est la cybernétique, mais aussi, hein, cet aspect très sociétal, hein, qui est celui de la violence faite aux femmes. Et nous avons un programme dans Sécurité Système Valais. Le président de Sécurité Système Valais, c'est le secrétaire général, hein, de la SNCF. Les grands membres ce sont des utilisateurs, hein, non pas des fournisseurs, ce ne sont pas les grands fournisseurs. Hein, nous sommes des utilisateurs, c'est la Poste, c'est les banques, c'est ADP, hein, c'est le département du Val d'Oise, j'en suis le secrétaire général. C'est pour ça que c'est un élément qui me tient à cœur. Et nous sommes donc là, donc, en plus qu'en proposition, en partenariat sur cette question du bracelet électronique. Donc, merci beaucoup. Alors, retenez bien ce numéro, ce nouveau numéro, le 3919, qui correspond à la date du 3 septembre 19. Donc, 3919, c'est maintenant la nouvelle ligne téléphonique consacrée aux femmes victimes de violences. Et c'est important de lutter contre ces violences faites aux femmes, car en même temps, on lutte contre les enfants maltraités aussi. Et là, c'est un autre sujet bien lourd. Alors, le pays en Europe qui a réussi à faire reculer tous ces meurtres, eh bien, c'est l'Espagne, et qui passe par une application unique baptisée Viogène. Et je crois qu'eux ont mis 5 milliards d'euros sur la table pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, on a encore beaucoup de progrès à faire. Alors, autre information du jour, Philippe Sueur, c'est la ville d'Ormesson-sur-Marne qui va mettre en place des navettes électriques vers les transports du Grand Paris. Elle est soucieuse de mettre en place une politique locale d'amélioration de la qualité de la ville en milieu urbain. Et elle va donc mettre 2 minibus électriques Griffo pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes. Ces minibus sont distribués par la société Mobili Plus, une jeune start-up. Elles sont équipées de batteries au lithium et donc sont bien adaptées aux déplacements urbains. Et c'est donc écologique pour une autonomie d'environ 150 km. Il y aura un compartiment pour ranger les paniers, les poussettes, les valises, et donc les usagers peuvent les prendre pour soit aller travailler, soit aller faire leur marché. En tout cas, cela se conduit avec un permis B, et donc c'est très intéressant. Alors, qu'en pensez-vous, Philippe? Merci beaucoup de l'information. Je suis très heureux d'avoir notamment le nom là, du véhicule, hein, parce que nous mettons en service à Anguin-les-Bains, hein, à partir de mardi prochain, justement la navette. Hein, c'est une navette pour les seniors, hein, et les personnes à mobilité réduite, quel que soit leur âge. Hein, et toutes les offres que nous avons pu avoir de véhicules électriques exigeaient, hein, le transport en commun, hein, et surtout ne pouvaient être que loués et à des prix que à 6 000 € le mois. Hein, donc, moi je dis ici le prix arrondi, ce n'était pas évidemment supportable. Là, c'est sans doute pour nous une perspective, hein, parce que nous pensons aujourd'hui que les personnes âgées, hein, qui ont besoin d'aller vers le marché, qui ont besoin d'aller vers les centres de vie, hein, donc peuvent bénéficier. Nous n'avons pas
nous aurons la gare, évidemment, mais nous n'avons pas le métro express du Grand Paris, nous n'avons pas les RER, bien entendu, donc nos navettes n'auraient pas à aller vers ces lieux de jonction. Bien sûr, mais merci de l'info. Alors donc, la nouveauté, c'est ce que vous venez de nous apprendre. À Enghien, dès mardi prochain, 2 navettes électriques vont être mises en place également. Tout à fait, une navette électrique. Pas électrique, nous, pas électrique, pour le moment. C'est pour ça que je dis, c'est pour moi une bonne information de savoir qu'il y a là une offre sur le marché d'un véhicule électrique, notamment en dessous de 9 places. Ou de 9 places pour permettre un permis B, parce que bon, transport en commun, ce sont des embauches différenciées, bon, ça nous pose, c'est expérimental pour le moment, donc on démarre avec une prudence, nous ne sommes pas une très grosse commune, même si on a des moyens. Nous avions fait, à l'occasion de la grande assemblée générale de l'UNESCO que nous avons accueillie il y a 2 ans, on nous avait prêté des véhicules électriques, mais ils étaient de plus, évidemment, de 9 places. Et je vous dis, les offres qu'on a eues aujourd'hui étaient d'abord à permis de transport en commun et surtout à des coûts exorbitants. Là, ça m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup. De toute façon, nous allons les faire venir à l'antenne. J'attends la date à laquelle ils vont venir et parler de leurs produits de navettes de 8 places. Alors, autre sujet qui nous inquiète aussi sur la ligne H, tous ceux qui l'utilisent, c'est la connexion avec toutes les autres voies. Où en est-on, Philippe Sûr, vous qui êtes premier vice-président du conseil départemental? Alors, je ne suis pas en responsabilité des transports. Comme je l'ai dit, je l'ai été jusque 2015. Ça a été tout à fait passionnant. La route et le transport, c'est du concret, c'est du service aux autres. Et puis, peut-être que pour les hommes, on a souvent aussi la nostalgie, en quelque sorte, de la, de l'organisation des réseaux. Voilà. Bon. La ligne H, pour ceux qui nous écoutent, auditrices et auditeurs, c'est l'ensemble des lignes de banlieue qui aboutissent à la gare du Nord. C'est en quelque sorte une fourche, vraiment trois lignes, puisque en fait. C'est la ligne Paris-Nord Pontoise, Paris-Nord évidemment perçant par Valmondois, mais c'est aussi Musarges, et c'est également la ligne transversale de Pontoise à Creil. Bon, ces lignes ont été très très bien rééquipées avec les mobiliens, donc les nouveaux trains transiliens, bombardiers, mais de très belle qualité qui fonctionnent très très bien maintenant. On a eu des déboires au départ, mais ça fonctionne bien. Donc toutes ces lignes aboutissent à la gare du Nord. Nous savons que le métro express, donc cette fameuse ligne 15 qui est une orbitale autour de Paris et en frange banlieue, également que la ligne 16 qui est un arc est, que la ligne 17, elle, ça sera Roissy-Pleyel. Au départ, on avait pensé, c'était la programmation, c'était Roissy la Défense, mais malheureusement tout ceci était abandonné et c'est bien dommage au passage. Et également, nous savons que la ligne 14, celle qui aujourd'hui dessert Olympiade Saint-Lazare, actuellement en chantier très actif qui se termine assez rapidement, dans quelques mois, va aboutir à la mairie de Saint-Ouen, mais sera poursuivi. Le maîtrise d'ouvrage aujourd'hui est assuré par ce qu'on appelle Île-de-France Mobilité, c'est-à-dire l'ex-STIF, Syndicat des transports, établissement public régional des transports, l'agence régionale des transports, est sous maîtrise d'ouvrage donc de Île-de-France Mobilité, que préside Valérie Pécresse d'ailleurs, puisque ce sont les régions qui ont la main sur ces agences de transport, va être poursuivi de mairie de Saint-Ouen à Pleyel. Donc Pleyel, qui est là vraiment à l'ouest du faisceau ferroviaire du réseau Nord, va être la gare la plus importante en Île-de-France, la gare de connexion la plus profonde aussi, 28-29 mètres de profondeur, et vous aurez donc là le passage forcément de la ligne 15, l'aboutissement de la ligne 17 et de la ligne 16 et la ligne 14. La ligne 14, ça sera donc Pleyel, pas seulement Paris centre, mais ligne 14 poursuivie jusqu'à Orly. Donc, une connexion très importante pour tous ceux qui c'est la connexion névralgique
Ça va être une gare énorme. Hein, c'est des nouveaux concepts de gare. En plus, vous imaginez, j'ai donné la profondeur. Hein, nous sommes là sur des ouvrages tout à fait spécifiques, complexes, hein, bien sûr. Je vous rappelle que c'est une opération, le Grand Métro Express, qui en vérité va coûter 35 milliards. Hein, bon, mais pas totalement financier. Vous nous faites rêver là. Donc à quand peut-on voir le jour de cette interconnexion? L'interconnexion n'est pas décidée. Hein. On sent des réticences depuis longtemps. Ce sont les Valdoisiens qui sont évidemment les demandeurs. J'ai été parmi les premiers, évidemment, à activer cette demande en tant qu'à l'époque responsable des transports. Mon collègue Philippe Rouleau, aujourd'hui, est en croisade, puisque c'est mon collègue en charge de cette délégation, bien entendu. Nous avons compris qu'il y avait un coût, c'est évident, qu'il y avait des difficultés techniques, car la seule hypothèse, effectivement, d'arrêt des trains de la ligne H ne peut se faire que sur le site de l'actuelle gare du Stade, où s'arrête la ligne D, c'est-à-dire à l'est. Alors que la connexion profonde, donc la gare de Pleyel, sera à l'ouest du faisceau, en quelque sorte dans le site même de la tour Pleyel, tout au moins dans la proximité de la tour Pleyel. Ce qui signifie qu'il y a une distance importante entre la gare est et cette gare ouest, et on pense que l'interconnexion serait de 9 minutes. 9 minutes, puisqu'il y a une distance, et puis il y a la profondeur avec tous les équipements nécessaires. Mais 9 minutes, qu'est-ce que c'est? C'est bien le trajet que l'on a à Montparnasse, quand on prend la ligne 4 Clignancourt-Montrouge, pour aller à la gare la gare du Nord à Montparnasse. Ah bah oui, bon, donc on sait très bien qu'on a des connexions à Paris extrêmement longues. À la gare du Nord, pour rejoindre la ligne D2, je veux dire, c'est également très long. Donc aujourd'hui, on estime à 250 millions le coût du déplacement donc des lignes et la création des quais nécessaires pour que cette gare du Stade puisse accueillir la ligne H, mais c'est vital. Je rappelle à nos auditeurs, il y a 700 000 voyageurs usagers quotidiens à la gare du Nord. La ligne H, c'est 250 000 usagers, un petit peu moins. Mais on progresse constamment puisque on lutte pour l'usage des transports bien sûr. Collectifs. Bon, bien entendu. Donc 250 000. C'est toute la vallée de Montmorency, c'est la plaine de France. C'est énorme. Donc si on prive ces usagers, ces Valdoisiens, qui par ailleurs, je le rappelle, financent le Grand Métro Express. Bon, oui, on paye déjà dans tous les contribuables des Valdois. Et nous n'avons pas de gare. La seule qu'on va avoir, c'est celle du Triangle de Gonesse. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on paye sans contrepartie pour le moment. Mais c'est le minimum des contreparties sociales. C'est le minimum. C'est de l'intérêt général. Et donc, quand pensez-vous qu'on aura gain de cause, ou que Alors, vous aurez là, gain de cause? les études sont reparties. Il y a eu des études de fait qu'on appelle donc socio-économiques qui sont défavorables, considérant que le coefficient d'exploitation n'est pas bon. Bon, mais c'est plus du coefficient d'exploitation. Non, là, il s'agit de services. Il s'agit de services. Et il s'agit aussi de désengorger les routes. Il y a ça, bien entendu, mais c'est de justice sociale à l'égard des Valdoisiens. Et c'est un pari sur l'avenir. Imaginez donc aujourd'hui, si vous devez aller à Orly, vous avez trois transports. Le train, le RER et évidemment, comme il s'appelle, le métro automatique d'Antony. Alors, finissons sur les transports, mais cette fois-ci, je reviens à Enghien-les-Bains. Vous avez abaissé la vitesse en centre-ville à 30 km/h. Oui, pratiquement. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les rues concernées? Écoutez, pratiquement toutes les rues d'Enghien, sauf les départementales, sont à 30 à l'heure. Donc maintenant, tous les panneaux vont changer petit à petit, j'imagine. Ils ont changé déjà beaucoup.
Nous avons conservé le 50 km/h sur les axes qui correspondent à des départementales, c'est-à-dire le boulevard du Lac qui est la RD 23, la 328 qui est l'avenue de la division Leclerc, une partie de la 311. Néanmoins, la 311 qui passe devant le lac a été abaissée à 30 km/h, bien sûr, même la rue de Gaulle, mais je ne sais pas si on poursuivra vraiment cette expérience, a été mise en zone de rencontre à 20 km/h. C'est complexe, en quelque sorte. On s'interroge de savoir si certains jours elle ne doit pas être totalement piétonnière, certains après-midi, c'est une autre question. Mais globalement, nous sommes effectivement maintenant à 30 à l'heure. Ça me semble une vitesse très courante dans la plupart des villes. Nous sommes une ville de tourisme, nous sommes une ville thermale également. Il y a beaucoup d'enfants. On vient de sécuriser par des plateaux surélevés, par des barrières, par des éclairages. Les deux sites scolaires les plus importants, c'est Ormesson, qui avait déjà un plateau, mais on l'a allongé, agrandi, et devant les lycées, collèges, cours Notre-Dame, il y a 1500 élèves sur ce secteur, en gain que 6000 élèves. Oui, donc c'est très important. Au total, entre le lycée, les collèges et évidemment établissements publics privés. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Sueur, d'être venu ce matin pour ce tour d'horizon. J'avais bien sûr plein d'autres informations sous le coude à vous faire commenter, notamment ce qui s'est passé hier au Parlement anglais, concernant le Brexit, mais je vous dirai tout ça demain. En attendant, je vous propose de terminer avec un peu de philosophie, ça fait du bien. On va rejoindre tout de suite Catherine Lalanne, journaliste, rédactrice en chef de Pèlerin, qui poursuit son entretien que nous avons démarré hier avec Yasmina Kadra, sur notamment une petite leçon de philosophie. Bonjour Catherine Lalanne. Et de vie, je crois. Philosophie, à voir la vie avec cet œil. J'ai une petite intuition qu'elle vous vient de loin. Et j'aimerais qu'on retourne au désert, comme le Petit Prince de Saint-Exupéry, que vous aimez tant, et à qui vous ressemblez comme un gant. J'aimerais que vous nous fassiez rêver toutes ces personnes qui sont venues vous voir, en nous racontant la culture et le mode de vie de ces ancêtres si philosophes, originaires de la Saoura. Écoutez, le mode de vie, d'abord, il nous est imposé par notre entourage. Quand on est dans une ville, on est l'otage de cette ville. La ville, c'est une ogresse qui nous digère, tout le temps. Il y a des immeubles qui nous cachent l'horizon. Il y a la pollution, il y a le bruit qui chahute nos quiétudes, ou qui chahute nos inspirations. Mais le désert, tout est ouvert devant vous. C'est la nudité, c'est l'immensité, c'est le silence, c'est l'absence. Et puis d'un seul coup, vous croyez être seul. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je vais aller dans le désert pour être seul, mais c'est faux. On n'est jamais seul dans le désert, jamais. On convoque tous les absents et tous les fantômes et tous les bruits que nous avons fuis, ils viennent, mais ils sont filtrés. Ils sont filtrés par justement ce sentiment de sérénité, cette confiance qu'on a dans un milieu où d'un seul coup, il n'y a pas une voiture qui va vous renverser, il n'y a pas une balle perdue qui va vous atteindre. Vous êtes un petit peu une déité. Vous devenez comme un petit dieu dans un univers. Et vous avez l'impression que tout ce qui vous entoure est votre royaume. Voilà. Et mes ancêtres, ils ont grandi comme ça. C'est-à-dire ils sont venus d'un peu partout. Moi, j'ai des ancêtres qui viennent de différents horizons. Dans ma famille maternelle, il y a une branche qui venait de la Kirghizie, d'autres, je ne sais pas, qui venaient de la Turquie. Mon grand-père, c'était un blanc aux yeux gris. Il était tellement blanc qu'il rayonnait. On n'avait même pas besoin d'allumer le quinquet à la maison, il était lui-même la lumière. Oui. Et puis, ils étaient dans ce désert, ils ont essayé de vivre dans le dénuement. Je ne peux pas dire le dénuement, comment peut-on appeler ça? La sobriété. Non, il n'y avait rien. C'est-à-dire, autour d'eux, ils pensaient qu'il n'y avait rien. Donc, ils ont tout inventé, comme le bonheur. Ça s'invente aussi, le bonheur. Donc, ils ont tout inventé par quoi? Par le verbe. C'était des gens qui, n'ayant pas d'horizon féerique, ils l'ont cherché dans les livres, ils l'ont cherché dans le rapport entre eux, ils l'ont cherché dans le bien-être. Et le bien-être, c'est quoi, finalement? C'était être bien avec les autres. Et on ne peut pas être bien avec les autres si on ne commence pas par être bien avec soi-même. Donc mes ancêtres, ils ont été élevés dans cette, dans cette philosophie.
si on peut appeler ça une philosophie. Ils ont compris que, comme moi aujourd'hui, comme moi plus tard, beaucoup plus tard, 8 siècles plus tard, j'ai appris que finalement le rêve, la vie n'est qu'un rêve. Donc essayons de rêver mieux, essayons d'éviter le cauchemar, parce que ça ne peut pas nous apporter quelque chose de bien. Et c'était des philosophes, c'était des poètes, c'était des imams, c'était des érudits. Des érudits, des architectes, ils ont construit. Vous allez dans le désert maintenant, vous trouvez des forteresses qui ont été construites il y a 8 siècles et qui tiennent encore debout, mais c'était des forteresses faites de torchis. Comment ont-ils fait? Et pourquoi ils ont fait ça? Et à travers cette générosité qui était la leur, ils ont essayé de meubler ce désert par l'amour, avec la fraternité. Chez nous, par exemple, pendant 6 siècles, il n'y a jamais eu de guerre. On est mieux que les Suisses. Pendant 6 siècles, il n'y a jamais eu de guerre. Voilà. De temps en temps, des petits malentendus entre les tribus. Oui, les gros bras de telle ou telle tribu, mais c'est tout. Voilà. Donc, le désert, ça nourrit l'esprit et ça nous nourrit d'une sérénité qui est presque aussi sidérale que celle du cosmos. Donc, ce talent de conteur qui coule dans vos veines, il vous vient quand même de cette lignée de poètes. Votre grand-père était un grand poète. Oui, il était un grand poète, mais il a eu aussi le malheur d'être le dernier cheikh de la tribu. Et chez nous, vous savez ce que c'est qu'un cheikh? On n'aimait pas la monarchie, on n'aimait pas confier notre destin à des gens qui d'un seul coup dépassent le destin et nous incarnent. On ne veut pas qu'un chef nous incarne. Ce n'est qu'un élu, c'est comme en démocratie. Et donc on ne voulait pas l'appeler le prince ou le sultan ou le monarque, on l'appelait le cheikh, c'est-à-dire le doyen, le vieux, le doyen. Donc on tablait beaucoup plus sur la sagesse que sur autre chose. Et nous n'avons jamais choisi nos cheikhs parmi les guerriers. On avait aussi des guerriers, mais jamais on n'a choisi ce cheikh parmi les héros de la tribu, mais toujours parmi un poète ou parmi un érudit. Voilà, et donc mon grand-père, c'est comme si d'un seul coup il a compris qu'il était la fin d'une histoire, la fin d'une épopée, la fin d'une paix, d'une immense générosité. Et ça l'a brisé. Il a été vaincu en front par les Français en 1903 à Asila. Asila, c'est une bourgade au port du désert. Et voilà, et après cette débâcle, il a estimé qu'il n'était pas digne de quoi que ce soit, et encore moins de sa poésie. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu l'écrire. Il l'a toujours déclamé sans jamais l'écrire, parce que tout simplement il voulait qu'on l'oublie. Et avec lui, la débâcle qu'a connue la tribu en 1903. Mais il reste beaucoup de cette poésie en vous. Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'on imagine cet enfant poète que vous êtes, qui rentre dans le monde de l'armée, à l'opposé de la poésie. Petit, on le voit dans... Je crois que c'est une erreur. Hein. Ah. Je crois que c'est une erreur. On a toujours tendance, plutôt, on voudrait faire croire aux gens qu'un militaire, c'est un être à part. Un militaire, c'est un enfant qui est né dans une famille, qui a fait des études, et un jour il a choisi de faire carrière dans l'armée, comme quelqu'un a choisi de faire carrière dans la magistrature ou dans les arts ou dans les lettres. Voilà, donc c'est d'abord un être humain, et tout être humain porte en lui une magnificence qu'on appelle le talent, qu'on appelle la générosité, qu'on appelle la volonté de partager quelque chose de bien avec les autres. Donc, moi, une fois, j'avais essayé de voir ce que les militaires ont apporté à la littérature. J'ai trouvé une liste mais interminable d'officiers, qu'ils soient japonais, chinois, américains, français. Voilà, bon. Voilà, donc l'armée, ça peut aider un écrivain à peut-être mieux cerner le facteur humain. Et j'aime bien taquiner les écrivains parisiens. Vous les connaissez, les écrivains parisiens? Je leur dis toujours, oui, mais si vous n'avez pas connu l'armée, vous avez perdu au moins le quart de votre talent. Et ils ne sont pas contents, c'est pour ça qu'ils m'en veulent toujours. Juste revanche, hein, pour les accusations qu'ils portent contre vous. Enfin, quand même, je veux bien entendre ce que vous dites et je suis assez d'accord avec vous, mais petit, quand même, cet encasernement, on vous réveille à coups de pied, on vous met aux arrêts, vous connaissez l'injustice, vous trinquez pour des fautes que vous n'avez pas commises, mais il y a une chose qui vous sauve dans cette prison, c'est l'amitié.
Je voudrais que vous nous parliez des cadets, parce que votre famille, ce sont eux. Ce sont ces camarades d'infortune qui sont comme vous, entre ces murs, et ils comptent presque plus que vos frères et sœurs que vous revoyez aux vacances. Ah ben, moi, je trouve que l'amitié peut parfois être beaucoup plus forte que l'amour lui-même. Moi, j'ai des amis de 50 ans. On a grandi ensemble. Certains sont devenus des chauffeurs de taxi, d'autres des médecins, d'autres des chercheurs, d'autres ils en sont même à la NASA. Mais on est restés soudés, vraiment soudés. Et de temps en temps, on se rencontre en Algérie. Et ils viennent de tous les côtés. Quand il y a quelqu'un qui s'est exilé pendant très longtemps, qui débarque dans une ville, par exemple à Alger ou à Tizi Ouzou ou à Oran, ben on se déplace pour aller le voir. Et cette amitié, il faut savoir se faire des amis. Si on a vraiment des amis désintéressés qui nous aiment, eh ben, c'est tout un monde qui nous accompagne, tout un monde qui nous protège de nous-mêmes et des autres. Voilà. L'amitié, elle est plus qu'importante dans la vie. Il faudrait que vous racontiez cette merveilleuse anecdote, parce que justement, ce sont deux cadets, des amis, qui vont vous aider à rencontrer un été votre idole, Léo Ferré. Racontez cette histoire qui est si belle. Ah, Léo Ferré. Ben, Léo Ferré, c'était quelqu'un qu'on adorait en Algérie, en même temps que Jacques Brel. Enfin, c'était, voilà, à l'époque, on était comme... Nous appartenons à une génération qui a eu la chance d'être élevée par des chanteurs intelligents. À texte, oui. Donc, c'était en même temps une... Oui, mais c'est vrai. Et donc, c'est grâce à eux qu'on a développé une certaine acuité du regard, une certaine lucidité, un certain raisonnement. Et Léo Ferré était de passage à Alger. Moi, je ne le savais pas. Moi, j'étais en vacances. Et quand je suis chez moi à la maison, je suis perçu comme un étranger. C'est-à-dire, on me chouchoute. Je suis un peu l'invité. Ouais, l'invité. Et j'étais l'invité dans ma propre fratrie. Et je n'aimais d'ailleurs jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'aime pas qu'on me chouchoute. Oui, j'aime pas, vraiment, j'aime pas. Alors, sauf votre épouse. Non, ça c'est l'amour. Ah, d'accord. Et donc, un jour, j'ai pris le train, je suis parti comme ça, à l'aventure, à la recherche d'un cadet. Et j'arrive à Alger, et puis on me dit, il y a deux cadets qui sont assez déférus. Et c'était deux cadets, deux orphelins qui n'avaient pas de parents. Et donc, on leur trouvait toujours pendant les vacances un endroit où ils pouvaient en même temps passer des vacances et s'instruire et développer un peu tout ce qui est relationnel. Et j'arrive, bien sûr, j'étais absolument certain d'avoir ma chambre à moi, d'avoir le gîte et le couvert. Il n'y a pas de problème, donc. Sauf que quand j'arrive, ils me disent, tu sais qu'il y a ton idole, elle est là. J'ai dit, non, c'est pas. Qui ça? Parce que j'en avais beaucoup, moi, les idoles. On m'a dit Léo Ferré. Ah non, c'est pas possible. J'ai dit, il faut impérativement que vous me fassiez le rencontrer. Alors, il dit, il n'y a pas de problème. Ils étaient très débrouillards, ils étaient jeunes, donc très sympas et puis attachants. Et les gens ont cédé à leur sollicitude. Eh bien, il vient le soir, vers le coup de minuit, taf dans ma chambre. Écoute, demain, il va déjeuner, mais très tôt parce qu'il part à Alger. Il t'attend à 6h du matin pour les vacances, c'est terrible. Mais à 4h du matin, j'étais debout. Et je suis allé le trouver, il était sur une terrasse, là, face à la mer, en train de déjeuner. Et je viens avec toute ma feuille dans ma poche. Bon, on discute, je lui dis combien je l'aimais, combien j'avais de l'admiration pour lui. Il était très attentif, hein. Vous voyez ce petit bonhomme qui était très excité. Il m'a mis à l'aise, sincèrement. Et puis, à un certain moment, je sors un bout de papier, je lui dis, Monsieur Léo Ferré, est-ce que vous ne pouvez pas chanter ce poème que j'ai écrit moi-même et qui est dans le livre? Qui est dans le livre. Oui, et c'est un poème d'amour. Et je croyais vraiment qu'il allait le chanter pour moi. Donc, tenez, Mohamed, si vous voulez en dire un petit peu. Non, je peux le réciter pas. D'accord, il ne veut pas. Alors, ce poème disait, la femme que j'aimerais me donnera sa vie entière pour une poignée de blé et arrachera ses chairs pour emponcer mes plaies. Je veux qu'elle soit forte à détourner le destin et sur les années mortes, elle retracera mon chemin. C'est un texte que un poème que j'ai écrit à l'âge de 16-17 ans. Bien sûr, j'ai trop demandé à cette femme.
Elle va arracher ses chairs pour enfoncer les plaies. Hein. Je me prends pour qui? Et de temps en temps, je vais devant une glace voir la donneuse que je suis. Et je dis, eh bien, figurez-vous, j'ai rencontré cette femme, je l'ai épousée. Hein. Je vous assure. C'est vrai. Je vous assure, elle m'a donné tout, elle m'a reconstruit, elle m'a reconfiguré. Voilà. Elle a fait de moi l'homme heureux que je suis, c'est merveilleux. Et donc, bon, M. Léo Ferré était très content, il a lu le texte, je pense qu'il lui a plu, je pense. Bon, lui, c'est un grand poète, donc il devrait avoir un peu de... Il aurait dû avoir un peu, enfin, il devrait avoir un peu d'indulgence pour un jeune qui écrit. Et il m'a fait un geste miraculeux, il a sorti de sa poche un stylo à plume argenté et il me l'a offert. Et je le garde depuis 1974, 73, je ne me rappelle plus, 74, 75, enfin dans ces eaux-là. Et moi, pour lui rendre l'appareil, j'avais, je crois, 6 dinars dans ma poche. Je suis allé à Alger, j'ai fait pratiquement toutes les boutiques, toutes les librairies, papeteries pour acheter un stylo à plume. Mais il n'y avait pas pour 6 dinars. Finalement, j'ai trouvé un. Ah, vous savez, vous vous rappelez... Avec une réserve à pompe. Avec la pompe, voilà. Et je suis allé le lui offrir. Je lui ai dit, écrivez votre prochaine chanson avec ce stylo. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais je suis sûr qu'il l'a fait. C'est une belle histoire, c'est une belle histoire. Alors, Léo Ferré, comme vos professeurs de français de l'époque, M. Yvon David, je crois, participe à vous donner de l'amour de la langue française. Qu'est-ce qui... Entre la langue française et vous, c'est une immense histoire d'amour. Qu'est-ce qui, dans cette langue, quelle qualité, quelle caractéristique lui reconnaissez-vous pour l'avoir adoptée comme langue de plume? Oui, je l'ai adoptée, mais sans l'étudier. Moi, j'étais un petit peu bilingue, béquillard, bien sûr. Tantôt côté francophone, tantôt côté francophone. Je me désintéressais totalement du français. Voilà, c'est une langue qui ne m'intéressait pas. Et pourtant, tout ce que je lisais, c'était en français. À l'époque, on était trop jeunes, on était trop petits. Et puis, les livres destinés aux enfants étaient tous écrits en français. Il y avait un seul livre en arabe, c'était Khalil Awadina. C'est un livre de femmes qui, paraît-il, ont inspiré La Fontaine plus tard. Eh ben, mais j'aimais moi je voulais être poète en arabe, donc j'écrivais beaucoup en arabe. Et malheureusement, d'un côté, j'étais nul en français, mais de l'autre côté aussi, je n'étais pas encouragé par mes professeurs d'arabe. Quand je présentais mon poème, c'était pas comme Léo Ferré, non. Mais tu te prends pour qui? Est-ce que tu vois? Bon, c'était l'humiliation. Et il y avait un professeur de français qui était très intéressé par mon imaginaire. Donc, quand il nous rendait nos copies, nos dissertations, il y avait 3, il gardait 3. C'était les meilleurs. Donc, il rendait la meilleure, 16 ou 17, la dauphine, 15 ou 16. Et moi, j'étais là, j'ai dit 14, c'est pour moi. Mais non, c'est un 6 sur 20. Il dit, monsieur Moursoul, écoutez, vous avez beaucoup d'imagination, mais vous n'avez pas les accessoires qui vont avec. Essayez de parfaire un peu votre français, essayez de vous instruire dans cette langue. Et cet homme, il m'a marqué profondément, parce que c'était l'une des rares fois où j'entendais mon nom dans cette caserne. Dans cette caserne, on avait des matricules. Moi, à Tlemcen, le collège, j'étais 129. Et au lycée militaire, j'étais 561. C'était comme ça qu'on nous appelait. C'était comme ça qu'on nous appelait. Et on était tellement formatés que même entre nous, quand on essayait de se chercher, on dit, tu n'as pas vu 13? Je crois qu'il était qu'avec 78. Voilà. Et on était comme ça. Et ce monsieur m'appelait Monsieur Moulesséoul. Il me restituait mon identité. Et j'ai commencé vraiment à ne pas vouloir le décevoir. Donc c'est comme ça que j'ai petit à petit, comment dirais-je, envahi cet espace qui m'était jusque-là presque en retrait. Et j'ai découvert que la langue française était belle, aussi belle que la langue arabe. Et ce qui était encore plus étrange, c'est que ce professeur-là m'a mis entre les mains l'étranger d'Albert Camus. Et je vous assure, au sortir de ce livre, c'était décidé. Je ne voulais plus devenir poète en arabe, mais romancier en français. Oui.
Parce que Camus a cette magie de rendre accessible aux êtres et aux choses la complexité, mais avec une simplicité déconcertante. Avant, je pensais qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui est cybernétique, qui est inextricable, qui est très difficile et tout. Et d'un seul coup, je vois une magie qui est tellement simple et tellement fluide qu'elle me rendait presque intelligent. Et j'ai commencé à m'intéresser à cette langue et ça a été le coup de foudre. Et tout de suite, j'ai commencé à avoir d'excellentes notes en français. Voilà, c'est comme ça. Je crois que l'amour est capable de tout faire. Moi, j'ai aimé cette langue et grâce à elle aujourd'hui. Elle le lui a bien rendu. Elle m'a bien rendu. Pour notre plus grand bonheur. Et le mien aussi. Ouais. Alors, quand vous quittez un peu la caserne, quand vous retournez chez vous en vacances, je voudrais qu'on parle un peu du féminin, du rôle du féminin dans votre vie. Vous retrouvez votre mère. Et cette mère, elle est en prise à de grandes difficultés matérielles, hein, puisque votre père l'a quittée et elle est seule face à l'adversité avec vos frères et sœurs. Et elle est seule face à l'adversité avec une dignité, vous la racontez magnifiquement dans le livre, une force intérieure incroyable. Et moi, je fais le présupposé que la situation de votre mère vous éveille très tôt à la cause féminine et que votre grande sensibilité à la cause des femmes qui irrigue à la fois vos romans et vos engagements dans la vie vient de ces retrouvailles estivales avec votre mère. C'est certain. J'ai trouvé que c'était injuste de traiter une femme de cette façon. Et d'un seul coup, j'ai su situer l'injustice. Oui. Et je l'ai situé du côté des hommes. Et j'ai vu une femme qui n'avait jamais été heureuse de toute sa vie, mais qui n'a jamais fait tort à personne. Et ma mère, c'est ma fille. Elle n'a jamais été ma mère, elle a toujours été ma fille. Déjà à l'âge de 9 ans, puisque j'étais l'aîné de la fratrie, c'était moi qui étais responsable de ma famille. Et toute ma vie, je l'ai consacrée à elle. Et le jour où j'avais décidé de quitter l'armée, quand j'ai eu mon bac, parce que moi je rêvais de devenir sociologue, j'ai rêvé de la sociologie. J'étais en train d'hésiter, mais c'était pas facile de quitter l'armée à l'époque. Il fallait passer par le tribunal militaire. Moi je n'avais pas le courage d'affronter cette institution. Et ma mère m'a dit une chose, elle dit écoute mon fils, si tu veux vraiment que je sois heureuse une fois dans ma vie, rejoins l'académie militaire, sois officier et sois plus gradé que ton père. Voilà, et pour elle, je vous assure que c'est pour elle que je lui ai donné 25 ans de ma vie. Pour elle. Et j'ai toujours servi cette femme jusqu'à l'année dernière où elle nous a quittés d'une manière assez traîtresse, hein, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle s'en aille. Elle est partie comme ça à cause d'une grippe alors qu'elle était vraiment très dynamique et tout. Et aujourd'hui encore, j'ai le sentiment d'être diminué. Avant, je pouvais me battre, persuadé qu'il y avait autour de moi la bénédiction de ma mère. C'est-à-dire que rien ne pouvait m'arriver. J'ai fait 8 ans de guerre contre les terroristes, j'étais dans les maquis tout le temps, je suis tombé dans des embuscades, j'ai fait des atterrissages forcés en plein maquis terroriste. Enfin, j'ai fait l'objet de 2 contrats d'assassinat. Mais jamais rien ne m'est arrivé parce que ma mère était là. Et je vous assure que depuis qu'elle est partie, je me sens vulnérable comme jamais. Et donc, voilà, c'est par ma mère que j'ai voulu respecter la femme. Parce que la femme n'a pas besoin de moi pour militer pour elle. Mais elle a besoin que je la respecte. Et depuis, je la respecte. Même si quelquefois, dans des rencontres, j'aime bien détendre l'atmosphère, parce que ma vie n'est pas tellement drôle. Mais j'aime bien détendre. Et je taquine un petit peu les femmes. Il y a toujours des féministes intégristes qui m'écrivent, qui m'insultent. alors que c'est pour les femmes une vénération mais terrible. La preuve, j'ai pris un pseudonyme féminin. Vous savez, quand j'étais au Koweït, il y avait le premier ministre koweïtien qui m'a invité à sa table, juste pour me regarder de près, parce qu'il était tellement outré. Et il m'a dit, mais comment ça se fait, vous, un musulman, un Algérien, un officier de l'armée, vous prenez un pseudonyme féminin? Je lui ai dit, c'est la seule façon pour moi d'être digne de la femme qui est en face de moi.
Et voilà, vous avez vu, c'était la belle philosophie de vie de Yasmina Khadra, que l'on remercie d'avoir été avec nous sur IDFM au bar de l'économie. On peut donc se poser la question, qu'est-ce qui nous rend intelligents? Est-ce le respect d'un enseignant ou tout simplement l'amour d'une mère? Eh bien, en tout cas, à demain pour une nouvelle émission et je vous souhaite une très belle journée.